toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Si on regarde bien l'exemple le plus patent d'une assemblée nationale, comme le disait Churchill, il disait que le Parlement anglais peut tout faire sauf changer un homme en femme. Parce que nous sommes là dans un contexte de régime parlementaire. Régime parlementaire assimilable plus ou moins à un régime d'assemblée. La perspective ici, elle est totalement différente. Nous sommes dans un régime politique à travers plusieurs réformes constitutionnelles successives où celui qui est la clé de voûte de nos institutions, ce n'est pas l'Assemblée nationale, mais c'est le président de la République. Et c'est le président de la République qui détermine de la politique de la nation. Et nous avons vu dans tous les pays où le président de la République détermine la politique de la nation, une fois élu, son premier réflexe, c'est de demander qu'on mette à sa disposition une majorité parlementaire pour mettre en œuvre ce sur quoi il s'est engagé auprès de son peuple. C'est ce phénomène qu'on appelle le phénomène du fait majoritaire qui est une des caractéristiques de notre régime politique. Un président de la République, qui qu'il soit, élu dans le contexte constitutionnel actuel, a besoin d'une majorité pour mener à bien ce pourquoi il a été élu. Ceci dit, si on veut faire le bilan d'une législature, on le fait à partir des 4 fonctions constitutionnelles dévolues à l'Assemblée nationale. Nous le savons, et Abdou Fall l'a dit tout à l'heure, la première des fonctions d'une Assemblée nationale, c'est la fonction de représentation. Qu'est-ce que cette fonction de représentation doit induire comme conduite à l'Assemblée nationale? C'est d'abord, cette capacité, dans un contexte où les problématiques des lois sont des problématiques très complexes, cette capacité de l'Assemblée nationale à s'ouvrir sur les autres pour ne pas exclusivement dépendre de l'information qui lui provient du gouvernement qui lui présente des projets de loi et qu'elle est chargée de contrôler. Cette ouverture sur ces organisations, si on vient à l'Assemblée nationale dans cette législature-là, c'est caractérisé par la mise en place de réseaux parlementaires sur des domaines spécifiques. Je pense que Juliette travaille beaucoup sur les questions liées à la petite enfance, à la protection de la petite enfance. Moi-même, je suis président du réseau des parlementaires que nous avons créé sur la promotion de la sécurité routière au regard du nombre important d'accidents de la route, où députés de la majorité, de l'opposition comme des non-inscrits, nous ciblons une thématique bien précise qui nous intéresse, nous nous mettons ensemble pour réfléchir ensemble et travailler ensemble. Et la conséquence de ce travail en amont, où nous allons sur le terrain chercher des informations pour mieux nous documenter et documenter nos réflexions, la conséquence de cela, c'est que très souvent, ça nous amène à avoir des votes à l'unanimité. Je prends le cas du Code de la route. Lorsqu'il a été présenté au cours de cette législature, parce qu'en amont, des députés s'étaient tous retrouvés, opposition, majorité non inscrits, pour réfléchir et nous ouvrir à ces organisations qui s'occupent de la promotion de la sécurité routière, mais le vote a été obtenu à l'unanimité parce que nous avons été instruits sur le bienfait des dispositifs qui étaient proposés par le gouvernement. C'est donc ce dialogue avec les acteurs qui est extrêmement important. Parce qu'Abdou Fall l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans une assemblée nationale, il faut le dire, dans nos assemblées parlementaires en Afrique, nous sommes dans une sorte d'asymétrie d'expertise. Lorsqu'un ministre vient à l'Assemblée nationale, il a tout un cabinet. Je vois certains journalistes qui ont l'habitude de couvrir nos travaux, je pense à Georges que je vois ici. Mais lorsqu'un ministre arrive à l'Assemblée nationale, en commission comme en plénière, vous voyez que le ministre est entouré d'une panoplie d'experts et sur chaque question des députés, les réponses lui viennent de derrière. Or, le député, lui, qui pose cette question, il est tout seul. Et aujourd'hui, il reçoit le ministre du Tourisme, celui-là sort, il reçoit le ministre de l'Éducation, celui-là sort, il reçoit le ministre de la Santé,
Et sur toutes ces questions-là, le député doit se prononcer alors qu'il est totalement seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, il faut régler le problème de l'ouverture de l'Assemblée pour éviter que l'Assemblée nationale n'ait comme seule source d'information que le gouvernement qu'elle est chargée de contrôler. Le deuxième élément, en dehors de cette fonction de représentation donc, qui postule l'ouverture de l'Assemblée et sur lequel nous avons beaucoup travaillé au cours de cette législature, c'est les commissions permanentes qui ne se limitent pas à attendre un projet de loi, mais qui peuvent aller sur le terrain, organiser des visites de terrain, s'imprégner de situations factuelles par rapport au fonctionnement de certains services de l'État. C'est des choses que toutes les commissions permanentes pendant cette législature ont pu initier et c'était une innovation majeure parce que jusqu'à présent, jusqu'à date, les commissions attendaient que le gouvernement vienne présenter un projet de loi, mais aujourd'hui, les commissions permanentes se déplacent, font le tour des services et je dirais pourquoi il est important que ce dialogue avec les services puisse se tenir à l'extérieur pour renforcer l'information utile à destination des députés. Ça, c'est la fonction de représentation. La deuxième fonction constitutionnelle, c'est la fonction législative. Sur ce plan aussi, je voudrais qu'on s'accorde sur ce qui se fait à travers le monde. On dit souvent l'Assemblée nationale ne travaille pas parce que la plupart des lois sont des projets de loi. Vous allez dans les assemblées nationales où l'expertise est totalement présente, le pourcentage de propositions de loi en général ne dépasse pas 5%. Ici, à l'Assemblée nationale du Sénégal, depuis le début de la législature 2017, nous avons voté 153 lois. 153 lois, mais sur tous les domaines de la vie sociale. On a parlé tout à l'heure il y a des réformes constitutionnelles, c'est la loi sur le parrainage, qui était important dans un dispositif et nous en voyons aujourd'hui les conséquences comparativement aux dernières législatives où le filtre du parrainage n'existait pas. On avait vu le nombre de candidatures et de listes que nous avions. Aujourd'hui, nous voyons le nombre de listes que nous avons. Pour l'élection présidentielle, le parrainage a montré également son utilité parce que c'est un filtre totalement démocratique, contrairement à certains pays où même le filtre est considéré comme démocratique, quand bien même c'est des élus qui parrainent. Ici, l'option a été prise dans cette loi pour que le parrainage se fasse par les citoyens, par le citoyen électeur et c'est un principe démocratique. Nous avons d'autres types de lois. On a parlé du code électoral qui a été modifié à la suite du dialogue national initié par M. le Président de la République, Macky Sall. Mais nous avons plusieurs lois. Quand on prend le secteur des hydrocarbures, nous avons tous entendu le débat sur la malédiction du pétrole. Qu'est-ce que nous allons faire des ressources du pétrole? Est-ce que certains ont même dit, est-ce que Taïlé ou Youssef pétrole, etc. Mais quand on regarde le dispositif juridique qui est mis dans cette loi sur la répartition des recettes tirées des hydrocarbures, on se rend compte de la volonté de transparence et de prise en charge des préoccupations de développement intégrées dans cette loi par le président de la République et son gouvernement. Ça veut dire quoi? Nous avons des recettes. Leur répartition obéit aux termes de cette loi sous trois niveaux. Premier niveau, les recettes vont aller en partie dans le budget de l'État. Le budget de l'État, c'est un gage de transparence, c'est une traçabilité, parce que même les partenaires techniques et financiers, depuis les réformes enclenchées par le Sénégal du point de vue de la maîtrise de son cadrage macroéconomique et budgétaire, les partenaires techniques et financiers, Banque mondiale et tout ça, aujourd'hui sont beaucoup plus dans l'appui budgétaire au lieu de garder des ressources pour pouvoir les utiliser pour le Sénégal. Donc, le premier élément d'analyse, c'est le budget. On sort des recettes tirées des hydrocarbures, on les verse en pourcentage sur le budget de l'État. L'autre élément de recettes, d'affectation, c'est le fonds de stabilisation. Parce que nous avons une ressource sur laquelle nous comptons, mais cette ressource, au plan mondial aussi, connaît des évolutions erratiques. Ça peut monter, ça peut baisser. Donc, quand on calibre le développement d'un pays sur des recettes qui peuvent monter et baisser, on met en place un mécanisme de stabilisation. Comme ça, quand ça baisse, on tire sur ce mécanisme de stabilisation pour conduire les projets de l'État.
Mais l'autre élément le plus important dans cette loi, c'est qu'on pense aux générations futures. Et il y a un fonds qui est mis en place et réservé, qui ne peut pas être utilisé dans l'immédiat, mais qui est réservé aux générations futures. Et ce modèle de partage des recettes, budget, stabilisation, génération future, est un modèle innovant que nous ne retrouvons pas en Afrique. Et le Sénégal a été un pays qui a beaucoup travaillé sur cette problématique-là avec un pays comme la Norvège qui, en la matière, a pu porter un développement à travers la répartition et la bonne utilisation de ces recettes hydrocarbures. Mais bien entendu, il y a eu d'autres lois. Il y a la loi d'orientation sociale, sur l'économie sociale et solidaire. Parce que pendant longtemps aussi, ce qui bloquait le développement économique de notre pays, c'est que si vous êtes acteur économique, si vous n'êtes pas formel, vous ne pouvez pas avoir accès à des financements et à des garanties. Aujourd'hui, à travers la loi sur l'économie sociale et solidaire et la promotion de l'économie populaire, il y a des mécanismes d'accompagnement des acteurs qui ne sont pas forcément des sociétés formelles. Je pense à l'agriculteur qui est dans la zone des Niayes, qui peut faire des investissements sur 5 hectares, sur 10 hectares, qui n'a pas de société, mais qui a besoin, pour mener à bien son activité, d'être accompagné à travers des financements de ces campagnes agricoles. Mais cet acteur-là, s'il va à la banque, il n'a pas de réponse. Et à travers cette loi et le nouveau mécanisme d'économie sociale et solidaire de l'économie populaire, aujourd'hui, le gouvernement peut faire un ciblage de ces instruments de financement. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai beaucoup salué la réflexion que le président de la République a eue en corrélant économie solidaire et microfinance. Parce que justement, il faut identifier les acteurs et il faut mettre les financements à destination de ces acteurs qui sont dans le domaine de l'économie populaire. Et cette loi est aujourd'hui en train d'être circularisée, partagée à travers le pays, et les mécanismes d'identification des populations également sont en train de se faire. Bref, beaucoup de lois. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la situation? Sur la fonction législative, de mon point de vue, s'il y a quelque chose que nous devons faire dans la prochaine législature, c'est avoir aussi une culture de l'évaluation des lois que nous votons. Il nous arrive de voter des lois, mais que des décrets d'application tardent à être pris au point où on annihile la portée de la loi. Et je pense que cette réflexion, nous l'avons enclenchée parce que à l'Assemblée nationale, nous avons beaucoup réfléchi sur la modification du règlement intérieur. Et un des points d'amélioration que nous avons ciblés, c'est que chaque fois maintenant que nous adoptons une loi, au bout d'un an, la commission compétente qui a adopté cette loi et la commission des délégations doivent se retrouver pour aller vers une mission d'évaluation sur l'application de la loi qui a été votée. Et je pense que ça, c'est un point d'amélioration extrêmement important. Le deuxième point d'amélioration important peut porter sur le temps imparti dans l'examen des projets de loi, des textes de loi. En dehors de la loi de finances, qui doit faire l'objet d'un examen approfondi sur un délai constitutionnel de 60 jours. Toutes les lois, quand elles arrivent à l'Assemblée nationale, tous les textes, quand ils arrivent à l'Assemblée nationale, sont examinés sur une séquence temporelle très courte. Les députés ont 10 jours de lecture. Et une fois passés des 12 jours de lecture, on fait une programmation en commission. C'est une seule séance. Et une programmation en plénière. Or, au regard de l'impact et de la complexité de certaines lois, je pense que nous gagnerions, nous, dans la prochaine législature, avec la prochaine majorité que nous aurons sans aucun doute, nous gagnerons à ce que sur certains textes de loi qu'on ait un temps législatif programmé pour que le texte puisse être examiné en commission, même si c'est 2, c'est 3, c'est 4 jours, qu'on puisse le faire en commission pour que sur les différents articles, nous puissions avoir l'ensemble des propositions. Je pense que ces questions-là, on ne peut pas aujourd'hui les éluder. Il faut qu'on aille vers ça. Et autre point d'amélioration, pour ceux qui, parmi vous, ont l'habitude de venir à l'Assemblée nationale, vous voyez un peu le débat que nous avons sur le budget. Le débat sur le budget a connu une évolution au cours de cette législature avec une réforme du règlement intérieur que nous avions initiée. Parce qu'auparavant, du temps de Abdou,
quand la loi de finances venait, on avait l'étape de la commission pour avis, c'est-à-dire la commission permanente. Si c'est le budget du ministère de la Pêche, c'était la commission du développement. C'était la commission du développement avant. Maintenant, c'est la commission du développement rural. Ensuite, il y avait l'étape de la commission des finances, qui est la commission saisie au fond que j'ai l'honneur de présider. Et après, il y avait l'étape de la plénière. Mais on s'est rendu compte que le débat sur les trois commissions était très redondant. Le même débat se posait en commission pour avis, en commission pour des finances et en plénière. Et on mobilisait sur cette période tous les membres du gouvernement tous les jours. Nous nous sommes dit, première étape de la réforme, on supprime la commission pour avis et on instaure, et ça a été fait cette législature, ce qu'on appelle la commission des finances élargie. Cette commission des finances élargie que nous avons expérimentée depuis 2 ans permet au président de la commission des finances et au président de la commission technique concernée de coprésider la séance pour faire en sorte que sur la phase commission, le ministre des Finances et le ministre sectoriel ne viennent à l'Assemblée qu'une fois en dehors de la plénière. Ça a été un acquis extrêmement important, y compris en gain de temps. Parce que lorsqu'on était dans le dernier schéma avec les 3 étapes, le délai constitutionnel, c'est 60 jours. Il nous arrivait de ne même pas discuter du projet de budget de certains ministères parce qu'on devait démarrer la séance à 22 h et on avait l'obligation d'arrêter nos travaux à minuit. Aujourd'hui que nous sommes dans ce schéma de commission élargie, on prend le temps de ne prendre que 2 ministères par jour avec des débats approfondis, un le matin et un l'après-midi. Et je pense qu'en termes de qualité de débat et de profondeur de débat, cela s'est beaucoup fait ressentir et c'est cette législature qui a apporté cette innovation majeure. Mais cette innovation majeure, il faut qu'on poursuive la réflexion. Est-ce que si on fait passer le ministre des Finances et le ministre sectoriel, je vois pas Mao, je dis ministre du Tourisme, en commission élargie, et qu'on débatte avec le ministre en commission élargie, quelle est l'opportunité de reprendre le même débat en plénière? Sauf qu'en plénière, il y a la présence de la presse. C'est ça la seule différence. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne gagnerait pas, et la réflexion, il faut la porter, à ouvrir les travaux des commissions élargies à la presse et de limiter les travaux en plénière à 3 séances exclusivement. Si vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Burkina, au Niger, il n'y a pas ce qui se passe au Sénégal où tous les ministres reviennent avec toutes leurs équipes en séance plénière. Ils ne le font qu'en commission. Et en plénière, on discute sur 3 séances. Une première séance dédiée à l'examen des recettes du budget général de l'État, parce que dans la pratique, ce que nous constatons, c'est que les recettes du budget général ne se font jamais l'objet d'un débat. Parce qu'on n'a pas de séance dédiée ni en commission, ni en plénière à ces questions-là. Discuter des recettes générales du budget de l'État, discuter de la dette publique, parce que c'est un élément structurant du budget de l'État, parce qu'il faut payer la dette, et avoir une deuxième séance sur les dépenses. Et enfin, une 3e séance sur l'équilibre général du budget et le vote de la loi de finances. Je pense que si on ouvre les débats, les discussions en commission à la presse, déjà l'information sur la nature du débat parlementaire va être relayée, ce qui nous exonérera de reprendre le même processus pour tous les ministères en mobilisant tout l'appareil d'État encore pour faire des débats qui se sont déjà tenus en plénière. Mais c'est des éléments de réflexion. Alors, la 3e fonction, c'est la fonction de contrôle. Sur la fonction de contrôle, nous avons plusieurs leviers à l'Assemblée nationale que nous avons utilisés. Abdou a bon droit à rappeler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec la disparition du poste de Premier ministre, mais qui revient, c'est heureux que ça revienne aussi, nous avions instauré un mécanisme de questions au gouvernement. Ce mécanisme de questions au gouvernement avait à ses côtés des mécanismes de questions écrites, de questions orales, mais aussi nous avons les outils de mission d'information et de commission d'enquête. Sous cette législature, l'ensemble de ces leviers ont été utilisés. Et une commission d'enquête a été mise en place sur l'affaire des 94 milliards, tout le monde s'en souvient.
Une mission d'information parlementaire mise en place par le bureau pour la première fois, et c'était inédit, a eu lieu sur la gestion du programme décennal de lutte contre les inondations. Mission d'information où on avait retrouvé des députés de l'opposition. Sur 15 députés, il y avait 5 qui étaient de l'opposition et des non-inscrits et 10 de la majorité. Et ces députés ont fait un travail de fond en termes de revue documentaire, en termes d'audition. 7 ministres ont été auditionnés sur la gestion des inondations. 4 directeurs généraux ont été auditionnés. 6 directeurs ont été auditionnés. Et la mission a été éclatée en 5 groupes qui ont sillonné tout le territoire national. Pas une seule région n'a été saucée. Et le rapport qui faisait environ 300 et quelques pages, c'est la première fois d'ailleurs qu'à l'Assemblée, on a produit un rapport aussi documenté avec des éléments factuels. Ce rapport a fait l'objet d'une restitution en séance plénière en présence des membres du gouvernement concernés. C'était une démarche inédite à l'Assemblée nationale qui a permis aux députés de mesurer l'ampleur des efforts qui ont été faits pour permettre à notre pays de lutter efficacement contre ces phénomènes climatiques que sont les inondations. Sur les lois, et sur Abdoul l'a dit tout à l'heure, un élément important, c'est que l'Assemblée nationale, dans sa mission législative, a travaillé dans un esprit de collaboration harmonieuse avec le gouvernement. Quand il s'est agi de la Covid, l'ensemble des mesures qui devaient être prises sous forme législative. Nous avons adopté, par la loi, nous avons habilité le président de la République à prendre ces mesures sous forme d'ordonnance parce qu'il y avait urgence. Et une fois ces mesures mises en œuvre, le gouvernement est revenu et ces ordonnances ont fait l'objet d'une ratification pour les incorporer dans le dispositif juridique. Je termine sur les lois importantes. La dernière loi de finances rectificative qui a été adoptée nous a permis de comprendre comment le gouvernement du Sénégal a travaillé sur 3 leviers pour faire face au coût de la vie lié à la fois à la relance économique post-Covid et à la guerre en Ukraine. Sur les 3 leviers, la loi de finances rectificative a permis au gouvernement, 1, d'augmenter les salaires dans la fonction publique. De manière inédite, les augmentations de salaires qui ont été octroyées cette année pour le monde enseignant, pour le secteur de la santé, pour les forces de défense et de sécurité, alliées à l'augmentation du point indiciaire de 5 points pour tous les agents de la fonction publique, c'est la première fois que le gouvernement fait autant d'efforts budgétaires pour accompagner les agents de la fonction publique. Ça, c'est augmenter les salaires. Mais dans le même temps, dans la loi de finances rectificative, nous avons augmenté les crédits alloués aux bourses de sécurité familiale pour permettre au gouvernement, pour les ménages qui ne sont pas salariés, qui n'ont pas d'agents de fonction publique, mais qui sont des Sénégalais, c'est ça le transfert des 43 milliards que le gouvernement a apporté aux ménages vulnérables pour faire face à l'augmentation des prix sur le marché international. Mais la loi de finances rectificative ne s'est pas limitée à ça, parce que pour faire face également à ces risques d'augmentation, à ces augmentations constatées au niveau mondial, la loi de finances a permis la défiscalisation dans un certain nombre de secteurs. Défiscalisation, si on prend le cas du pain, je ne sais pas s'il y a des Fayennes ou des Ngomènes ici, mais s'il n'y avait pas cette défiscalisation, le prix du blé étant en train de monter sur le marché mondial, le gouvernement a dit on supprime les taxes qui étaient sur le blé et sur le pain, on enlève toutes les taxes, vous savez, et on l'a fait sur d'autres produits. In fine, c'était 45 milliards d'efforts budgétaires que l'État a consentis pour améliorer, pour atténuer le choc lié à l'augmentation des prix sur le marché international. Mais ça, pour le faire, il a fallu passer par une loi de finances. Et donc, il a fallu que les députés, et particulièrement les députés de la majorité, parce que ceux qui nous permettent aujourd'hui de prendre des lois sur le coût de la vie, lorsqu'il s'est agi de voter ces lois, n'étaient pas à l'Assemblée nationale. Ça pose aussi le problème de l'absentéisme des députés. Vous le voyez, il y a des députés qui ne sont à l'Assemblée nationale que lorsque nous avons une loi à portée constitutionnelle ou lorsqu'on parle du code électoral. Mais lorsque nous parlons du budget de l'État, lorsque nous parlons de la loi criminalisant le viol,
Lorsque nous parlons des lois de société qui permettent aux Sénégalais de mieux vivre, ces députés-là, on ne les voit pas. Et aujourd'hui, c'est ceux-là qui disent qu'il faut qu'on les ramène à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on ne peut pas tomber dans ce marché du dupe et on n'y étend pas. Alors, je vais terminer sur deux choses. Un, sur les points d'amélioration. Nous avons une nouvelle mission constitutionnelle, c'est l'évaluation des politiques publiques. Et dans la réforme du règlement intérieur, nous avons introduit un mécanisme qui nous permet de prendre en charge cette mission constitutionnelle nouvelle, qui est une mission très complexe, à travers ce que nous avons proposé, la mise en place aux côtés des commissions d'un comité chargé de l'évaluation des politiques publiques, qui serait un comité qui regrouperait à la fois des députés de la majorité et de l'opposition, qui serait présidé par un vice-président de l'Assemblée nationale, mais qui aurait en son sein l'ensemble des présidents de commission. Et ce travail d'évaluation des politiques publiques est un travail extrêmement important, parce que nous sommes dans un environnement budgétaire où la ressource se fait rare, où les préoccupations augmentent d'année en année, et il faut que nous recherchions l'efficience dans l'allocation des ressources et que nous soyons en phase avec ce nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques qui a cours au Sénégal, mais que nous partageons avec les pays membres de l'UEMOA. À travers les directives de l'UEMOA, le Sénégal a quitté le domaine du budget des moyens pour aller vers la gestion axée sur les résultats et le pilotage par la performance, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons changé totalement la manière d'appréhender le budget de l'État. Ce n'est plus des ministères qui viennent donner des moyens pour le fonctionnement, pour le personnel, pour des investissements. Les paradigmes ont changé. Aujourd'hui, c'est de dire, je suis ministre, j'ai tel objectif, donnez-moi tant de moyens pour atteindre cet objectif et pour me contrôler, voilà les indicateurs qui montrent que nous avons atteint nos objectifs. Ça veut dire que dans le dialogue entre l'Assemblée nationale, le gouvernement et la Cour des comptes, la manière d'appréhender l'efficacité de la ressource publique va changer et justement, à travers les différents rapports qui vont être établis, les députés pourront, sur la base d'indicateurs précis, apprécier si tel ministre a atteint les objectifs. Quand il reviendra pour demander des crédits, on lui dira qu'est-ce que vous avez fait de ce que vous avez été donné l'année dernière. Bref, c'est des chantiers énormes, mais tous ces chantiers ne pourront être mis en œuvre que si nous renforcions les capacités techniques de l'Assemblée nationale. Le président Abdou Fall l'a dit tout à l'heure. Cette législature a innové ce que beaucoup de législatures ont tenté et n'avaient pas réussi. C'est la mise en place des assistants parlementaires. Aujourd'hui, nous en avons 16. Ces 16 assistants parlementaires sont tous des doctorants. Certains d'ailleurs viennent de soutenir leur thèse. Et leur procédure de recrutement a été une procédure totalement transparente. L'Assemblée nationale a laissé l'initiative de leur recrutement à l'université. C'est le laboratoire du professeur Pape Dembassi, avec un certain nombre de professeurs d'université qui ont eu à sélectionner, présélectionner les futurs assistants, à les auditionner et après à nous faire la shortlist. L'Assemblée nationale, in fine, en a choisi 16. Ces 16 que nous ne connaissions pas, c'est de jeunes Sénégalais qui sont des doctorants. Certains sont sur des questions d'aménagement du territoire, d'autres sont sur des questions de droit, d'autres sont des sociologues en organisation, d'autres sont spécialisés sur des questions de migration, etc. Et donc ces 16 assistants parlementaires, dont moi-même j'ai été le répondant puisque j'avais suivi tout le processus de leur recrutement et leur formation sur la connaissance de l'Assemblée, sont aujourd'hui opérationnels. Et leur input, on le mesure à la qualité des rapports que nous lisons à l'Assemblée nationale. Parce qu'au rythme où les rapports sont faits, notamment pendant la période budgétaire, s'il faut laisser tout le travail reposer sur les épaules des rapporteurs, on a eu souvent des problèmes. Aujourd'hui, l'Assemblée a dépassé ce stade-là. Ces assistants ont maintenant la main, ils font un excellent travail de reporting sur l'ensemble de nos travaux en commission et en plénière. Mais j'estime qu'il y a encore un point d'amélioration. Et je termine par là. C'est qu'il nous faut, à l'Assemblée, mettre en place une cellule d'analyse et d'expertise. Une cellule d'analyse et d'expertise parce que toutes les politiques de développement sont des politiques complexes. Est-ce qu'aujourd'hui, les seuls assistants suffisent? Je ne le crois pas. Nous avons un peu benchmarké dans la sous-région. Nous avons vu
ce qui s'est passé dans certains pays. Et dans les pays de la sous-région, ces cellules d'analyse ont permis d'avoir 4 ou 5 experts, un coordonnateur, 4 experts, un expert en logistique parce qu'on se prononce beaucoup sur les questions de loi, de vote de la loi. Il faut connaître le domaine de la loi et le domaine du pouvoir réglementaire. Un expert sur les questions de finances publiques parce qu'une grande partie de l'Assemblée nationale, une grande partie du travail de l'Assemblée nationale repose sur les prérogatives budgétaires. Un expert en macroéconomie, un expert en sociologie. Dans un premier temps, c'est des réflexions qui sont portées, mais qui doivent être poursuivies par la législature à venir. Enfin, je le dirais, nous avons vécu une législature où, sur toutes les initiatives, l'Assemblée nationale s'est voulue inclusive. Chaque fois que de besoin, y compris quand il s'est agi de réformer le règlement intérieur, Juliette est là, elle est témoin. Le président de l'Assemblée nationale m'avait demandé de coordonner le groupe de travail. Et dans ce groupe de travail, il y avait les députés de la majorité, il y avait les députés de l'opposition, du groupe Liberté démocratique, et il y avait les non-inscrits. Et nous avons collégialement travaillé pendant 3 jours sur la proposition de loi portant modification du règlement intérieur. Et ce texte, après, a été voté à l'unanimité. Ça veut dire donc que cette recherche du dialogue interne à l'Assemblée nationale, mais toujours dans le respect de la configuration politique de l'Assemblée. Parce que l'ensemble des fonctions, l'ensemble des initiatives prises à l'Assemblée nationale doivent refléter la configuration politique de l'Assemblée. Autrement exprimé, c'est le niveau de représentation de chaque entité qui vous confère des droits au sein de la désignation dans les délégations. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.